coopération entre médecins du Sud, tel est le thème de notre nouvelle émission Santé Plus sur Télé Sud. Bonjour Bernard. Bonjour Christine. Avec nous le professeur Alain Deloche. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes chirurgien cardiaque de renommée mondiale, il faut le dire, cofondateur de Médecins sans frontières et avec Bernard Kouchner et également cofondateur de l'association Médecins du Monde, et vous avez créé la chaîne de l'espoir en 1994. La chaîne de l'espoir, c'est une ONG internationale. Quelles sont ses actions pour sauver les enfants? Alors c'est une association qui est ciblé sur l'enfant en état de vulnérabilité, principalement bien sûr des grandes maladies. Et donc déjà c'est un terrain en médecine, vous voyez, c'est un domaine. Et bien sûr notre but c'est de soigner le plus grand nombre d'enfants, mais surtout former les équipes locales, bâtir pour l'avenir. Est-ce que vous pouvez donner des exemples concrets de l'action de cette ONG? Bon, l'exemple concret, c'est par exemple à Dakar. Nous avons bâti un hôpital il y a 5 ans. Et cet hôpital, maintenant, est presque une référence dans la région. Donc, il y a avant et après. Avant, il n'y avait pas de moyens techniques sur place pour opérer les enfants. Maintenant, on a ces moyens. Donc on est dans une autre phase. Donc on essaye de prévoir l'avenir, qui est de former et de bâtir. Former les médecins et le former personnel soignant. Et vous avez 30 ans d'humanitaire. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours sur le terrain? Comment était-ce à vos débuts? Et qu'est-ce qui vous a je faisais partie des French Doctors. Voilà, avec Bernard Kouchner et d'autres, qui étaient l'aventure pour l'aventure. C'est vrai que c'était révolutionnaire. Nous avons créé Médecins sans frontières dans une indifférence totale. Hein. Je ne sais pas du tout ce qu'on pense. Non, MSF a été créé à l'abbaye de Royaumont. Déjà, l'endroit était prestigieux. Donc, une fois qu'on a dit que la médecine n'a pas de frontières, voilà, ça a été un peu difficile. Quel était l'événement déclenchant? Qu'est-ce qu'il y a... Les urgences du monde. Donc les tremblements de terre, les guerres, les situations aiguës. Et il faut savoir qu'au fond, Médecins sans frontières a été créé en même temps que le SAMU. C'est-à-dire l'urgence, c'était la base de notre action au départ. Puis les choses se sont élargies, bien sûr, par la suite. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on avait très peu de moyens. Très peu de moyens, très peu de logistique, très peu... Et que notre action était assez symbolique, mais quand même, c'était quand même l'aventure pour l'aventure. Vous savez, aller dans les montagnes afghanes dans les années 80, en portant des valises, on se demandait où on était, où ce qu'on faisait. Et je crois que le symbole était très fort. Là, c'est vrai que la médecine n'avait pas de frontières. En tout cas, on le prouvait. Et ça a permis d'unir un certain nombre de médecins, volontaires au départ, sur un plan de volontariat. Ça, c'était important. Alors, les années se sont passées. Médecins sans frontières a reçu le prix Nobel de la paix. Et que maintenant passe au professionnalisme à des organisations quand même un peu plus puissantes, qui ont des moyens, qui peuvent répondre à des catastrophes ou qui peuvent répondre dans d'autres domaines de façon, on va dire, efficace. Justement, qu'est-ce qui a fait que ces organisations ont évolué ces dernières années? C'est qu'elles étaient trop, on va dire, un petit peu expérimentales au départ, ou elles ont été obligées de se restructurer? La professionnalisation, oui, ça veut dire l'organisation. Moi, je dirais numéro un, la logistique. La logistique, c'est-à-dire que pour exercer, un médecin a besoin d'équipements, de médicaments, de choses comme ça. Sachez que, par exemple, Médecins sans frontières a un avion en permanence à Bruxelles, prêt à partir, pour la moindre catastrophe. Mais cet avion a les médicaments et les consommables et l'équipement qu'il faut. Vous voyez, par exemple.
Et ce n'était pas le cas il y a 30 ans. Alors voilà, ces organisations ont maintenant plus de moyens, plus d'argent. On peut en parler aussi. Toujours plus d'argent, ça veut dire pas seulement des dons. Maintenant, on est appuyé par des institutions. Le bailleur numéro 1 dans le monde, c'est l'Union européenne. C'est le plus grand en milliards, hein, ça se chiffre en milliards. Et cette aide est indispensable. Elle est efficace. Voilà, et donc les années passant. Mais par exemple, quand vous parlez de l'Afghanistan des années 80, vous arrivez sur place, vous étiez reconnu par les belligérants. De quelle façon est-ce que vous... Ah ben, on était bien accueillis par les Afghans, moins par les Russes, qui bombardaient, Mais c'était le sans-frontiérisme, parce qu'on entrait de façon illégale, et on était, oui... Il y a eu des victimes de votre organisation? Heureusement pas. Les seules victimes qui ont été victimes principalement d'avalanches et de phénomènes locaux, mais pas de... Heureusement pas. Vous parliez tout à l'heure de l'importance de former sur place des médecins pour qu'ils puissent rester au sein de la population. C'est ce que vous avez fait donc au Sénégal avec cette expérience, l'hôpital à Dakar. Et je vous propose de voir tout de suite un petit film. Oui. L'équipe du Sénégal formée au Vietnam. Voilà, exactement. Ça, c'est symbolique. Ça c'est formidable, non? Exactement. Man Youssou Ndour maa ngi woo bépp doomu Afrika ñu bokk xalaat bokk gis-gis bokk yéene. Voilà, on vient d'assister à la cérémonie de la remise des diplômes. C'est vrai que c'était très fort, un événement très fort. C'est vraiment l'exemple de la coopération sud-sud. Alors quel est notre rôle à nous? C'est peut-être d'être des facilitateurs. L'humanitaire moderne, c'est cela. Nous sommes des catalyseurs, nous déclenchons les choses. Alors, l'émotion, c'est de voir que l'entente humaine, pour ce qui est de la médecine, n'a pas de frontières. Et on a très bien ressenti ce matin une famille, une nouvelle famille qui est en train de se créer. Tout ça au nom de la médecine et au nom des enfants atteints de maladies du cœur. Voilà cet Institut du cœur de Saigon. Dès son origine, cet institut a eu comme vocation de former des équipes et de rayonner. Eh bien, aujourd'hui, c'est le cas, puisque toute l'équipe sénégalaise est formée ici à la chirurgie cardiaque de l'enfant. Et puis ici, je pense bien sûr à la Fondation Como, sans qui ce projet n'aurait pas eu lieu. Le but de ce stage, c'est que l'équipe sénégalaise soit complètement indépendante et puisse assumer les responsabilités. Et c'est une coopération sud-sud entre l'Afrique et l'Asie. Et la France est au milieu. C'est très émouvant, en tout cas pour moi, de voir ça. Les Vietnamiens en train de former les Sénégalais. Dans cette salle d'opération, ce matin, il se passe un événement important, majeur, je dirais. C'est qu'on voit une équipe sénégalaise au travail, équipe sénégalaise qui commande tout. Et là, bien sûr, je pense à notre partenaire, les laboratoires Servier, qui n'ont pas hésité à nous aider pour accomplir ce programme de formation. Ce qu'on a appris, c'est surtout le sens de l'organisation, la méthode, la discipline de l'équipe vietnamienne et l'efficacité dans le travail. Donc nous n'avons eu aucune difficulté pour nous intégrer. Au contraire, ils ont été très très chaleureux, très accueillants et vraiment nous avons eu accès à tout. Je suis venu avec une équipe sénégalaise complète, chirurgien, anesthésiste réanimateur, technicien de circulation extracorporelle,
et infirmières pour un stage de formation en chirurgie cardiaque pédiatrique à l'Institut du cœur du Vietnam. À ma connaissance, c'est la première fois qu'une équipe africaine vient à l'Institut du cœur du Vietnam. Et nous profitons de cette occasion pour remercier la chaîne de l'espoir et les laboratoires Servier qui ont pris en charge entièrement cette formation. L'intégration a été assez facile, l'accueil agréable. Et puis à l'hôpital, c'est un très bon exemple d'organisation, de dévouement au travail de discipline pour nous. En plus, nous avons une certaine similitude de pathologie avec l'Afrique, de telle sorte que l'apprentissage peut être beaucoup plus facile. Encore merci pour tout ce qu'ils ont fait pour rendre notre séjour agréable et pour la bonne formation. On les remercie encore et encore. On leur donne rendez-vous à Dakar. Oui, Voilà c'est l'exemple de la coopération sud-sud. C'est vrai que pendant des années et des années, la coopération était plutôt du nord au sud. Et là, c'est exemplaire. Donc, nous avons bâti dans les années 92 un institut du cœur au Vietnam. Et les années passant, cet institut est devenu une institution qui fait que quand il a fallu former l'équipe du Sénégal, la France n'était pas très accueillante, on va dire. Il s'agissait d'une équipe d'une douzaine de personnes, avec quand même des bourses, des déplacements. Donc l'accueil de la France était mitigé, on va dire. Et j'ai eu cette idée, j'ai dit, mais pourquoi pas les envoyer au Vietnam, qui est quand même quelque chose d'un petit peu anachronique. Et de fait, ça s'est très très bien passé. Le point commun entre les Vietnamiens et les Sénégalais, c'était quand même la langue française. Intéressant, au passage. Et puis la médecine, qui était transmise. Et au fond, on a vu là notre rôle différent. On n'était pas à diriger, on était à faciliter. Il l'a dit, d'ailleurs, Étienne. Et ça, je crois que c'est une révolution dans la pratique, qu'on appelle Sud-Sud. Et cela continue puisque nous avons bâti, par exemple, cet hôpital à Dakar. Et cet hôpital à Dakar, maintenant, forme un certain nombre de médecins des pays de la sous-région. Et même certains enfants, maintenant, ne viennent plus en France et viennent à Dakar pour se faire opérer par des médecins sénégalais que nous avons formés. Et ça, c'est encore du Sud-Sud. Et c'est bien plus dynamique, plus efficace. À nous de changer notre rôle, d'être facilitateur, catalyseur dans certains cas, Étienne l'a dit, et puis peut-être apporter les subsides financiers. Oui. Mais il y a peut-être aussi un problème, est-ce que vous arrivez à le maîtriser, c'est celui de l'augmentation de la natalité. Dans la plupart des pays dont vous parlez, les pays qu'on appelait autrefois du tiers-monde, il y a un taux de natalité qui va en croissance. Est-ce que vous arrivez à suivre? Un taux, une incidence de maladie qui augmente parallèlement. Exactement. Oui, non, mais ça, la tâche est immense, nos listes d'attente sont importantes, nos salles d'attente sont pleines, et donc peut-être qu'il faut démultiplier les tâches et se reposer le plus possible sur les structures locales, le plus intéressant, le plus dynamisant même, je dirais, et on y arrive peu à peu. Donc le Sud-Sud, c'est très important. Je dirais aujourd'hui, mais pour demain. Je vois ça comme ça. Et puis, je voudrais combattre une idée reçue de ces médecins africains ou vietnamiens. Quand nous avons bâti cet hôpital au Vietnam, il n'y a plus un Vietnamien qui a voulu venir en France. Et, au contraire, ils sont plutôt critiques. Et on observe exactement les mêmes choses au Sénégal et dans d'autres pays.
Donc, ça va aussi vers une dynamique actuelle qui est restons entre nous, le Nord c'est loin, pas forcément amical. C'est vrai, prenez un exemple d'un médecin qui vient d'Afrique ou d'ailleurs et qui veut exercer en France, mais c'est un parcours du combattant. J'ai une question de visa, enfin tout Et tout, et de formation. Le droit d'exercer la médecine en France, c'est un parcours pas reconnu. Donc ils ont tout un travail à faire. Donc le monde change. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe, parce que je suppose qu'aussi bien au Vietnam qu'au Sénégal, les médecins ne sont pas livrés à eux-mêmes. Ils suivent des formations continues pour pouvoir se tenir au fait, aller dans les congrès internationaux, échanger donc avec vous et avec d'autres médecins. Comment ça se passe concrètement pour qu'ils gardent leur expertise C'est le miracle d'Internet. Ouais. C'est-à-dire, on a des staffs, des réunions en commun. Non, c'est un autre monde. Le monde est connecté. Donc, il arrive qu'on fasse des échos sur place. C'est des échos du cœur, des échocardiographes. Ouais. Donc, à Bamako, par exemple, et ceci est relayé à Paris, à Necker, ou ailleurs, à Caen, à Rouen, à Lyon, et on examine l'enfant ensemble et on décide ensemble d'une décision Concertée. Concertée. Et ça, c'est... Ah oui, là, c'est... Maintenant, on communique. On communique. Et ça, c'est encore une révolution. C'est une révolution. Enfin, tout ça me rend plutôt optimiste que pessimiste. Là, vous venez de nous dire, enfin, je pense que ce n'est pas confidentiel, que vous venez de voir le président d'un pays africain, en l'occurrence le Niger. Oui. Comment est-ce que vous êtes accueilli? Comment est-ce que la coopération se passe à ce niveau-là? Vous êtes obligé d'aller voir le président? Alors, dans certains cas, là, on initie une action. Alors, ça paraît curieux qu'il faille voir le président assez rapidement. D'abord, c'est une coutume. Les médecins eux-mêmes vous disent il faut rencontrer notre président. Bah, très bien, mais comment ça se fait? Et donc, il y a des circuits, des réseaux. Et je dirais, nous sommes toujours bien accueillis. Ça, nous sommes bien accueillis, on porte un message, on porte de l'espoir. Et au président, on demande un soutien, éventuellement financier, mais même plus pour détacher des médecins, etc. Et donc, oui, c'est une coutume de voir les hauts responsables. C'est vrai, on ne pense pas aller voir M. Macron pour régler un problème à l'hôpital Georges Pompidou. Mais pourquoi pas d'ailleurs? Non, nous sommes bien accueillis et nous sommes de plus en plus vigilants à la reconnaissance dans le pays, c'est la reconnaissance de notre action. Et même, on demande de l'aide. C'est pas, on refuse la main tendue, la charité, tout ça, c'est terminé. C'est terminé. Pour nous, on bâtit des programmes qu'il faut respecter de part et d'autre. Et donc, quelquefois, on demande même des documents signés. C'est factuel, mais enfin bon, vous signez là, nous signons là, on s'engage. Et je crois que c'est une façon plus moderne de faire que du nord-sud un peu brutal. Donc le mythe du bon docteur blanc n'est plus d'actualité. On y vient. Donc, j'étais à Brazzaville un jour, il y a au moins une dizaine d'années, et donc je finissais ma grande consultation style Moyen-Âge, vous savez, où il n'y avait pas que des enfants cardiaques, il y avait des infirmes moteurs, etc., Moyen-Âge, quoi. Consultation à l'extérieur. Déjà. Donc, à la fin de la consultation, je demande à notre ami pédiatre, Berthe, ces gens-là, ils ne me connaissent pas, là, comment ils m'appellent? Elle me regarde, elle me dit, le bon docteur Blanc. C'est en quelques secondes, je me suis retrouvé avec un casque colonial. Et comme elle est très fine et très drôle, mais elle me regarde et me dit, mais il faut qu'il soit bon. Et j'ai trouvé cette petite nuance assez intéressante. Il faut qu'il soit bon. Alors, c'est vrai qu'on peut comprendre sa remarque. Bon, en effet, le mythe du docteur blanc nord-sud me paraît un peu périmé.
Alors dans les principaux problèmes que vous avez, c'est celui de trouver de l'argent, vous l'avez dit. La principale organisation donatrice, c'est quand même Bill Gates, sa fondation. Est-ce que vous êtes en rapport avec eux? Est-ce que ça se... Nous ne sommes pas dans les mêmes fourchettes. Lui, il s'attaque aux grands fléaux. Paludisme, VIH, etc. Maladie tropicale négligée également. Alors, ils nous ont aidés à un moment, ponctuellement, pour des enfants cardiaques au Mozambique, mais nous ne sommes pas dans sa ligne de mire. Alors, l'argent vient de dons, même de petits dons répétés. Donc, on a quand même plus de 100 000 donateurs, quoi. Et l'argent dit institutionnel, les finances institutionnelles, des grands bailleurs, l'Union européenne, on l'a dit, mais aussi de l'État français qui peut participer, et de grandes fondations dans le monde. Donc, en général, les budgets sont 50-50, 50 dons privés, 50% l'argent institutionnel. Et donc, c'est vrai que c'est l'élément moteur, il ne faut pas se le cacher. On me demande souvent de quoi manquez-vous? Ben, je dis d'argent. Il faut mieux dire argent que un appui financier. Il faut une dette claire, c'est de l'argent. Et c'est le facteur limitant d'un certain nombre d'actions. Si on prend le Niger, moi pour l'instant, je n'ai pas de budget. Il faut que j'aille trouver des partenaires financiers pour aider notre programme Niger. Et je ne peux pas le trouver à 100% au Niger, donc il faut que je trouve une partie auprès de partenaires, des entreprises. Vous êtes, oui. Et vous intervenez dans quels autres pays, puisqu'on a parlé du Dans Sénégal, du 33 Niger. pays. Alors, ça paraît un peu curieux que notre action la plus importante se situe à Kaboul. Alors, il y a de l'histoire, il y a une longue histoire, puisque nous étions dans les montagnes actuellement afghanes. encore, vous avez été obligé de... On a bâti un très grand hôpital de pédiatrie à Kaboul même, avec l'aide de l'État français et de Mme Chirac. Et la fondation Aga Khan, maintenant, est un partenaire essentiel localement. Donc, certes, l'évolution de Kaboul a changé, les talibans sont venus, etc. Mais je dois dire qu'on continue avec difficulté à faire fonctionner cet hôpital. Mais alors, donc, il y a d'autres actions en Syrie, en Ukraine, et bien sûr en Afrique. Une dernière question. Oui, on parlait tout à l'heure de l'enjeu sécuritaire. Vous parliez tout à l'heure. C'est vrai qu'effectivement, l'Afghanistan est un pays, et il y a d'autres pays africains où il est difficile d'intervenir en tant que médecin. Comment ça joue dans votre intervention? L'insécurité ou les problèmes de sécurité sont devenus maintenant une préoccupation majeure. C'est-à-dire que nous sommes dans un certain nombre de pays des cibles. Nous symbolisons l'Occident, riche, qui à porte ouverte à des enlèvements ou à des actes plus graves. Donc on en tient compte, on a des précautions, on a des services de sécurité qui nous préviennent, nous orientent, nous font prendre des mesures. Et ça n'existait pas, cela, en tout cas, ces problèmes de sécurité n'existaient pas il y a 20 ou 30 ans, pas de la même manière en tout cas. Nous sommes une cible. Merci beaucoup, professeur Deloche, d'avoir bien voulu répondre à nos questions, d'avoir présenté la chaîne de l'espoir. Et j'espère que votre appel sera entendu. Il y a une chose dont vous avez besoin, c'est de... l'argent. Merci beaucoup. Et merci d'avoir suivi cette émission. Merci beaucoup, Christine. Merci à vous.